Bună ziua și bine ați venit la Profesioniști în Devenire. Astăzi o avem un invitat în platou pe doamna Reni Iotova, director al BRECO, Biroul Regional al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru țările Europei Centrale și de Est. Bonjour Madame Reni Iotova. Bonjour. Vous êtes directrice du Bureau Régional pour les pays d'Europe centrale et orientale, BRECO de l'OIF. Alors, bienvenue à notre émission. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation et je voudrais saluer, dire bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, pouvez-vous décrire la collaboration entre l'OIF et l'Université Hyperion? Oui, avec plaisir. Je voudrais rappeler que cette collaboration a commencé en 2017 dans le cadre d'un spectacle intitulé Elle, au pluriel, d'une auteure belge, Sylvie Landieu, qui est non seulement écrivaine, mais également professeure universitaire. Et ce spectacle, nous l'avons soutenu pour plusieurs raisons. D'une part parce que la thématique nous interpellait. Il s'agit d'une pièce qui traite des questions de femmes, de leur situation dans la société contemporaine, de relations interpersonnelles entre les femmes et les hommes, les générations, les enfants. En gros, la situation de la femme dans la société contemporaine. Et vous savez que pour la francophonie, l'égalité des chances entre hommes et femmes est une des thématiques qui nous tient très à cœur. Pour cette raison, nous avons voulu collaborer avec l'Université Hyperion pour la mise en scène de ce spectacle. La deuxième raison pour soutenir ce spectacle, évidemment, parce qu'il se jouait en français. Ah oui. Et vous savez que la langue française est celle qui unit 84 États et gouvernements membres au sein de la francophonie. C'est notre langue de partage. Et promouvoir des actions culturelles en français nous tient très à cœur. La troisième raison pour soutenir ce spectacle est qu'il a été interprété par de jeunes comédiennes. Encore étudiants. Et vous savez que beaucoup de nos actions sont tournées vers la jeunesse. Oui. Et pour nous, c'était l'occasion aussi d'encourager ces jeunes comédiens dans leur enthousiasme, dans leur envie de jouer en français. Oui. Et je pense que ça a été une collaboration très réussie. J'ai eu l'occasion de voir le spectacle, d'apprécier non seulement la mise en scène qui est faite par deux professeurs universitaires, par le professeur Silvia Ciobanu et par Michaela Triboy, vous-même. Oui. Et également, j'étais admirative du jeu des étudiants. Vraiment, même s'ils ne sont pas encore professionnels, c'était une vraie réussite au niveau de leur manière d'incarner les personnages, surtout pour certains qui ne maîtrisent pas en dehors du spectacle aussi bien le français. Oui, oui. Et puis voilà, après ce premier spectacle, nous avons continué la collaboration parce que nous avons pu apprécier tout ce potentiel que cachent vos brillants étudiants. Nous avons collaboré, nous vous avons invité à lire des textes dans le cadre d'un atelier régional avec des représentants de ces pays, de la région de l'Albanie, de l'Arménie, de la Bulgarie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la République de Moldavie et de la Roumanie, bien sûr. Cet atelier portait sur l'égalité femmes-hommes en vue de l'élaboration de la nouvelle stratégie de la francophonie pour l'égalité femmes-hommes qui sera adoptée au prochain sommet de la francophonie à Erevan. Et nous avons voulu, dans ce contexte aussi, donner la voix
aux femmes, mais aussi aux jeunes. Pourquoi je dis donner la voix aux femmes? Parce que nous avons édité en collaboration avec le CEREFREA, Centre de recherche avancée, qui est un centre d'excellence au sein de l'Université de Bucarest, soutenu par la francophonie, par l'AUF et par nous-mêmes. Nous avons donc édité un ouvrage qui est composé de nouvelles et de poèmes de femmes de 21 pays de la région. Mais c'est très intéressant, ça. Oui, oui. Et donc, ces femmes, ce sont de jeunes écrivaines et poétesses qui n'ont jamais été traduites dans d'autres langues, en tout cas en français. Et nous avons voulu leur donner la possibilité de faire entendre leur voix. Ce recueil a été édité en marge de la Conférence des femmes de la francophonie, le plus grand événement dans la région en 2017, qui s'est tenu le 1er et le 2 novembre sous le haut patronage du président de la Roumanie, son Excellence M. Klaus Iohannis, et en présence de la secrétaire générale de la francophonie, son Excellence Mme Michaëlle Jean. On a voulu faire connaître encore davantage ces textes et on vous a invité à faire une lecture au CEREFREA, notamment devant des représentants des ambassades francophones, devant quelques ambassadrices aussi qui étaient présentes à cet événement. Et j'étais encore une fois impressionnée par l'interprétation de vos étudiants. Et j'ai vu aussi comment le public a été captivé par ces lectures. Et je ne peux que féliciter les prestations de ces jeunes comédiens. Et je suis sûre qu'ils vont faire de belles carrières. Je vous remercie parce que c'est difficile pour les étudiants de jouer en français. Vous savez, ils ne parlent pas français chaque jour. Et alors, c'était, je crois, une lecture très réussie parce que j'ai compris tout ce qu'ils ont dit, j'ai compris leur émotion, j'ai compris aussi les autrices de tous les pays. Et je crois que vous avez fait une très bonne choisir, je crois, pour faire la publication. C'est difficile pour les femmes d'être publiées en Roumanie, vous savez. C'est un peu difficile. Oui, mais en général, même si les femmes arrivent à se faire publier et elles sont lues, moi je pense qu'elles vont obtenir la véritable reconnaissance à partir du moment où elles entrent aussi dans le canon littéraire. Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai en vue? Regardez les manuels scolaires de littérature. Combien de femmes sont représentées, que ce soit les manuels en roumain, les manuels en bulgare, en russe, en français. Très peu de femmes. On va dire, oui, les femmes, jusqu'au XXe siècle, il y avait peu de femmes écrivaines connues, oui, mais dans le contexte contemporain, il y a beaucoup de femmes qui écrivent et qui doivent être enseignées à l'école, qui doivent être étudiées, parce que seulement de cette façon-là, on peut briser les stéréotypes et on peut éduquer les jeunes générations à la citoyenneté et à la véritable reconnaissance de la place des femmes dans la société d'aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ça parce que moi aussi, comme femme, j'avais des problèmes de faire des projets et avec vous, j'ai fait les projets de mon cœur, de tout mon cœur. J'avais fait le texte d'elle et la lecture du volume. Et pour ça, c'était très intéressant de collaborer avec vous et avec l'OIF parce que vous donnez la possibilité de femmes de se faire entendre.
Oui, et ça, c'est... Oui, et en ce sens, notre collaboration qui a été élargie cette année avec le Festival international que vous avez eu l'idée d'organiser et que nous avons salué parce que c'était très précieux pour nous de pouvoir donner une dimension francophone à votre festival. Cela a permis de voir 2 pièces en français. Oui. Une deuxième représentation de la pièce Elle de Sylvie Landieu, mais également nous avons eu l'occasion de voir la pièce Le Pouvoir du théâtre Excelsior avec comme metteur en scène le professeur Mihai Tarna. Oui. Et c'est une pièce aussi qui, dans un pays qui a vu naître le théâtre de l'absurde, j'ai en vue la contribution de Ionesco, qui est une icône du théâtre de l'absurde. C'est une pièce qui pose beaucoup de questions sur le pouvoir et au sens philosophique et au sens de véritable enjeu sociétal. Vous savez que on dit souvent, là je vais citer Nancy Houston, qui a dit que ce n'est pas un hasard que l'absurde a été créé par des étrangers. Ah ouais. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi, justement, si vous prenez le théâtre de l'absurde, les grands auteurs, les grands créateurs, ils sont tous étrangers. Que ce soit Adamov, que ce soit Ionesco ou Beckett, les 3 figures clés de ce théâtre de l'absurde sont étrangers, qui peut-être ont ce regard double d'être entre 2 langues, entre 2 cultures, et de relativiser la posture dans une société, l'installation dans un pouvoir. Et donc cette pièce, elle a eu cette force justement d'interroger qu'est-ce que le pouvoir et comment le pouvoir utilisé à des fins détournées peut détruire les sociétés et les êtres humains. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, où la démocratie n'est pas installée, malheureusement dans beaucoup de pays, la démocratie qui est une des valeurs chères à la francophonie. Donc toute interrogation sur les effets néfastes du pouvoir interpelle le public et c'est une des vocations de l'art, je pense, même quand il pense qu'il est en dehors de la politique, il est en dehors de l'engagement, toute action artistique est aussi, qu'on le veuille ou pas, un geste politique. Un geste d'engagement, comme le disait Sartre. Je pense que même les poètes et les artistes qui voulaient être en dehors de l'engagement politique et social, créer de l'art pour l'art, c'est aussi un geste d'engagement. Même par le non-engagement, on envoie un message à la société, parce que tout ce qui se fait dans l'art se fait pour un public. Et l'art a ce pouvoir de susciter à la fois l'empathie du public, mais aussi de faire réfléchir, de créer du sens. Et pour cette raison, je pense que toutes les représentations, toutes les prestations de vos étudiants, sous votre mise en scène très professionnelle,
véhicule ces idées, ces valeurs pour lesquelles œuvre la francophonie. Je veux dire un grand merci pour le soutien de notre festival parce que c'était un festival très réussi et le jour que nous avons dédié à la francophonie, je crois que c'était un jour magnifique parce que nous avons joué des spectacles en français au Théâtre Excelsior et aussi le professeur Mihai Tarna a dirigé très bien le spectacle, le pouvoir. Et je crois que le public a été un peu dans un petit choc après les deux spectacles très différents avec des thèmes différents mais aussi similaires. Et je crois qu'on peut faire des festivals similaires en futur aussi, si vous êtes d'accord de collaborer en futur. Et je voulais vous demander quel est le but principal de l'OIF? Alors, on ne peut pas résumer en un but, un unique but, comme vous dites. L'Organisation internationale de la francophonie est une organisation intergouvernementale qui réunit 84 États et gouvernements membres sur les 5 continents qui ont la langue française comme langue de partage, mais surtout qui sont réunis autour de valeurs communes. Ouais. Et ce sont ces valeurs communes qui définissent les missions de la francophonie. La francophonie a 4 grandes missions. Nous avons parlé beaucoup de culture, mais c'est seulement une composante de tout ce que fait la francophonie. Si vous permettez, je vais énumérer ces missions parce que c'est important pour les téléspectatrices et téléspectateurs de mieux connaître la francophonie. Donc, une première mission, nous les intitulons par lettres, donc mission 1, concerne la langue française, la diversité culturelle et linguistique. C'est dans le cadre de cette mission que notre collaboration a été mise en œuvre. C'est bien de comprendre que quand on parle de diversité culturelle et linguistique, bien sûr que l'espace francophone est très varié. Comme je vous l'ai dit, il est sur 5 continents. Il regroupe des pays qui ont des cultures, des religions, un passé historique très très différent, et c'est sa richesse justement. Mais quand je parle de diversité linguistique, souvent les gens pensent que la francophonie veut en quelque sorte imposer la langue française partout dans le monde. Et c'est une fausse perception parce que pour la francophonie, il n'y a pas de langue concurrente. La francophonie n'est pas en compétition avec la langue anglaise, qui évidemment est beaucoup plus enseignée partout dans le monde, mais la francophonie considère les autres langues comme des langues partenaires. Donc le français avec les autres langues. Par contre, nous ne sommes pas d'accord que le français soit mis à l'écart et qu'il y ait une seule langue dominante. Donc pour nous, l'enjeu, ce n'est pas de dire le français contre telle ou telle langue, le français avec telle et telle langue, mais surtout pour préserver cette diversité linguistique et culturelle qui est la richesse et qui est aussi la garantie d'une vraie démocratie. Et c'est cette diversité qui nous permettra d'éviter la pensée unique. Parce qu'une seule langue dominante veut dire une pensée unique. Parce que nous sommes bien d'accord que plus on parle de langue, plus notre perception du monde est élargie. Et que la langue, ce n'est pas seulement des règles de grammaire ou un moyen de communication. La langue structure notre pensée. Ouais. La langue véhicule des idées. La langue véhicule des valeurs. Et si nous sommes installés tous dans une seule langue et que tout le monde
ne parlent que cette langue, ça veut dire que nous sommes dans l'uniformisation et nous sommes dans la pensée unique. Et il n'y a rien de plus dangereux que la pensée unique, et on le connaît très bien par le passé où des régimes totalitaires ont sévi et ont marqué notamment l'histoire de l'Europe du XXe siècle par les deux grands systèmes totalitaires, le système fasciste et le système communiste. Et donc cette pensée unique, on a vu les séquelles qu'elle a pu apporter par les grandes guerres, par tout le discours de la haine qui, de nos jours, concerne aussi de très près nos sociétés, parce que aujourd'hui, avec l'avènement de la radicalisation de beaucoup de jeunes, avec le terrorisme qui sévit, avec tout ce discours de haine, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans l'espace public, on est bien d'accord que derrière ce type de comportement, il y a justement une pensée unique. Je n'accepte pas l'autre parce qu'il ne pense comme moi, pas comme moi. Et à partir du moment où je ne l'accepte pas, soit je veux l'éliminer, soit je veux l'agresser, soit je veux le diminuer. Enfin, tous ces comportements agressifs sont à l'origine issus d'une pensée unique et d'une incapacité d'accepter l'autre. Donc pour nous, c'est bien d'accord que la francophonie est tout le contraire de tout cela, que s'il y a un discours de haine et un discours de rejet, nous voulons opposer à ce discours un discours de la vie. Et la vie, elle est diverse. Et nous voulons justement défendre et protéger cette diversité culturelle et linguistique parce qu'elle est à l'image du monde que nous voulons construire et préserver. Oui, vous avez... Donc voilà, ensuite je voudrais parler aussi des autres missions qui sont en lien avec nos valeurs. La mission que nous appelons mission B, paix, démocratie et droits de l'homme. C'est notre dimension purement politique et nous intervenons dans le cadre de missions de paix, dans le cadre d'observation d'élections, pour soutenir la liberté de la presse, mais également tout le volet égalité femmes-hommes dont je parlais, égalité des chances, s'inscrit dans le cadre des droits de l'homme, des droits humains. Et nous avons développé par exemple un axe de recherche avec le CEREFRA, Francophonie et droits humains. Et dans le cadre de cet axe de recherche, au niveau régional, nous avons organisé plusieurs séminaires et colloques qui portent sur les questions de l'égalité femmes-hommes. Il y a un réseau d'ONG qui a été créé en 2015 lors du premier de ces séminaires à Erevan. La spécificité de notre action est que nous travaillons bien sûr d'abord avec les États, parce que nous sommes une organisation intergouvernementale, donc avec les ministères, que ce soit le ministère des Affaires étrangères, de l'Éducation, de la Culture, de l'Environnement et des Eaux, enfin, avec les gouvernements, avec les institutions d'un État, mais nous travaillons beaucoup aussi avec la société civile. Oui. Et notamment dans le cadre de ces actions et de ces séminaires, nous invitons des représentants d'associations, de fondations, de la société civile qui travaillent pour les droits des femmes. Et par la suite, un deuxième séminaire a été organisé en 2016 à Chisinau, en Moldavie, qui portait sur les femmes et l'éducation. L'année dernière, le troisième séminaire s'est tenu à Bucarest sur les violences faites aux femmes. Et cette année, je viens de rentrer d'un séminaire qui a été organisé à Tirana, en Albanie, qui portait sur la thématique les représentations politiques des femmes.
Donc voilà une illustration concrète d'une autre activité, d'un autre champ d'intervention qui nous permet d'agir au plus près de la société civile. La troisième mission est celle de l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, qui concerne aussi la mobilité des jeunes. Nous avons un très gros programme de la francophonie sur le volontariat des jeunes qui nous permet d'accueillir, de déployer déjà sur tout l'espace francophone une 60aine de jeunes par année. Dans la région et au sein du BRECO, nous avons la chance d'accueillir des volontaires depuis quelques années qui passent une année avec nous et qui contribuent beaucoup au développement de la structure. Oui, je m'appelle Simone Thioff, que nous avons aidé avec le spectacle de Notara beaucoup. Oui, voilà. Donc, elle était très jolie. Et... Voilà, c'était notre précédente volontaire d'origine camerounaise qui a fait un excellent travail d'attaché de communication. Et cette année, nous avons encore un volontaire, Thomas Guillain, voilà, qui est d'origine belge. Pour les jeunes, nous avons aussi une autre initiative qui nous tient très à cœur, l'initiative Libre Ensemble. Elle a été initiée par la secrétaire générale en 2016, initiée par les jeunes et pour les jeunes. Et c'est une initiative de prévention de la radicalisation des jeunes et de l'extrémisme violent. Une plateforme a été créée sur laquelle les jeunes pouvaient mettre en ligne leurs projets, des vidéos avec des messages forts. Et comme je le disais tout à l'heure, à ce discours de la haine, donc nous voulons dire non à la haine, mais en envoyant des messages positifs et en donnant la voix à d'autres jeunes qui veulent être maîtres de leur avenir et qui veulent construire un avenir à l'image de leurs rêves et non pas semer la mort. Cette initiative, elle a été largement déployée aussi dans la région par de nombreux ateliers, actions artistiques. Nous venons de terminer un concours de photos Libre Ensemble, qui a été destiné aux jeunes de tout l'espace de la francophonie. Le premier prix a été remporté par un jeune Congolais de la RDC, mais le deuxième prix a été remporté par une Moldave. Qui était en compétition avec des jeunes du monde entier. Je voudrais également évoquer notre quatrième mission, développement durable, économie et solidarité, et rappeler ici que cette semaine, nous allons avoir un bel événement ici en Roumanie, à Tulcea, sur le delta du Danube, le premier forum régional jeunesse et emploi vert. La spécificité de ce forum est qu'il réunit des jeunes porteurs de projets dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, et que ces jeunes peuvent présenter leurs idées. Les meilleurs projets ont la chance de gagner un financement ou un accompagnement logistique. Et vous voyez bien que quand je parlais tout à l'heure d'extrémisme violent ou de terrorisme, et puis là, tout d'un coup, je parle de climat, je voudrais dire que le terrorisme et le climat n'ont pas de territoire. Et que ça rend notre action encore plus urgente et encore plus importante. Et que aussi bien le terrorisme est une menace, donc là nous travaillons au niveau de l'éducation, au niveau de la prévention, que ce soit l'éducation formelle ou informelle, mais il faut travailler aussi à l'éducation citoyenne par rapport aux idées vertes, par rapport à notre responsabilité à l'égard de la planète. Et voilà pourquoi ce forum FIGEF, c'est une réalisation concrète de la francophonie pour agir sur les questions de développement durable. Le premier forum s'est tenu en 2012 au Niger
Et après, il y a eu beaucoup d'autres, enfin quelques autres forums, notamment à Moncton, au Canada, au New Brunswick, je pense. Mais maintenant, c'est la première fois que nous le faisons dans la région. Et pourquoi dans le delta du Danube? Parce que c'est une réserve naturelle qui se caractérise par sa biodiversité, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Et pour nous, c'est très important que les jeunes non seulement puissent parler de manière abstraite de projets, ou même si leurs projets sont concrets, mais qu'ils se trouvent aussi dans une zone où ils peuvent mesurer, en allant sur le terrain, l'importance de préserver la nature ou l'impact que l'action humaine peut avoir sur l'environnement. Donc voilà, si vous voulez, la plus imminente action que nous allons avoir. Et je voudrais terminer en rappelant que le grand événement de la francophonie cette année va se tenir également dans la région. Il s'agit du sommet de la francophonie, du sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui va être organisé le 11 et le 12 octobre à Erevan, en Arménie. Et permettez-moi de vous dire le thème de ce sommet qui est très important: vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. Je pense que le thème de ce sommet résume tout ce que je viens d'exposer comme valeurs et enjeux pour la francophonie dans le monde contemporain. Et ce sommet va adopter plusieurs documents très importants pour la francophonie, notamment la stratégie égalité femmes-hommes dont je parlais, aussi un pacte du vivre ensemble pour lequel ont été consultés et les jeunes et la société civile et plusieurs acteurs de la francophonie. Il va y avoir également un forum économique qui va se tenir en marge du sommet avec des femmes et entrepreneurs de tout l'espace francophone. Et aussi, dans le cadre de ce sommet, va être adoptée la prochaine programmation quadriennale de la francophonie. Après le sommet de Bucarest en 2006, c'est pour la deuxième fois que la région va accueillir cette rencontre au plus haut niveau de la francophonie, et je pense que tous les pays de la région l'attendent avec impatience. Ils sont bien mobilisés pour montrer que la francophonie en Europe centrale et orientale est une francophonie vivante, innovante, et que les jeunes de la région sont toujours motivés pour aller plus loin et pour affirmer leur place dans le grand village globalisé. Oui, je suis sûre de tout ça, et je veux vous remercier beaucoup pour votre présence, et j'espère que nous continuerons notre belle collaboration. Et si vous voulez dire quelque chose à notre téléspectateur. Je voudrais dire aux téléspectatrices et téléspectateurs, s'ils ne sont pas francophones, apprenez le français, vous allez découvrir de nouveaux horizons. On dit que la langue française est une belle langue, certes, mais c'est aussi une langue utile, c'est aussi une langue des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme, c'est une langue de l'avenir. Donc, venez avec nous, faites partie de la grande famille francophone. On vous attend. Mulțumim frumos doamnei Reni Iotova, directorul Biroului Regional al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru țările Europei Centrale și de Est, BRECO. Mulțumim pentru o prezență minunată în această zi în studioul nostru și sperăm că veți veni și dumneavoastră la noile noastre proiecte, precum au fost cel de la Teatrul Notara, lectura de atunci, cele două spectacole în limba franceză prezentate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Studențesc Hyperion. Mă refer din nou la spectacolul El, al autoarei belgiene Sylvie Landui, și, bineînțeles, spectacolul Le Pouvoir, adus de domnul profesor Mihai Tarna din cadrul Școlii Internaționale de Cinematografie din Paris. Și
iarăși o să vă invităm la viitoare colaborări, viitoare proiecte pe care le facem cu OIF și sperăm că dumneavoastră, telespectatorii, o să deveniți mai iubitori cu limba franceză și o să vă placă spectacolul pe care noi să vi-l prezentăm în limba franceză și proiectele noastre viitoare. Vă mulțumim mult pentru atenție și vă dorim o zi frumoasă. La revedere!